Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Clara avait 13 ans quand elle a brutalement succombé des suites d'une malformation cardiaque. C'était en 2006. Un prix littéraire a été créé à sa mémoire. On en a déjà parlé ici. Ses bénéfices permettent de soutenir la recherche sur ces pathologies. On va en parler avec le professeur Damien Bonnet. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moirette. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. L'actu, c'est la nomination d'un nouveau patron du RAID. Les programmes sont ceux d'éducation à la défense. Ça fait partie des programmes d'histoire au lycée. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, direction le Pérou et une découverte archéologique passionnante, vous le verrez. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Marie-Olivier et son cours particulier. Aujourd'hui, zoom sur la pédagogie de la résonance. Elle est théorisée par le philosophe Hartmut Rosa, déjà bien connu pour ses travaux précurseurs sur le développement durable. Vous regardez School TV, la quotidienne, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. On résume souvent le prix Clara à un concours de nouvelles pour les 13-17 ans qui donne chaque année l'occasion de plonger dans la psyché adolescente. Et l'on rappelle, mais souvent bien vite, qu'il honore la mémoire de Clara, décédée à 13 ans d'une malformation cardiaque. Eh bien, c'est de cet aspect du prix qu'on va vous parler cette année ensemble avec le fondateur de l'association bénéficiaire des recettes de ce prix, l'ARCFA, l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte. Damien Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier à Paris-Cité, chef du service de cardiologie congénitale et pédiatrique à l'hôpital universitaire Necker, l'hôpital qu'on appelle, quand on est parisien, les enfants malades, à la lisière des 7e et 15e arrondissements. Alors évidemment, c'est un hasard, vous l'avez créé avant la mort de Clara, cette association, peu avant. Oui, nous avons créé cette association pour faciliter le bien-être des patients à l'hôpital, mais aussi pour contribuer à mettre de l'huile dans les rouages de notre activité de recherche, pour laquelle un certain nombre de financements restent encore insuffisants, et où il est nécessaire de demander, de solliciter la générosité des donateurs, des parents de nos patients, de familles ou de gens qui s'intéressent à ce sujet parce qu'ils ont été touchés de près ou de loin. Donc si vous n'avez pas compris le message, vous pouvez donner pour soutenir l'ARCFA. Et pas seulement en achetant le livre du prix Clara. Clara, elle était morte sans signe avant-coureur de problèmes cardiaques, comme la majorité, si j'ai bien compris, des enfants qui succombent de la même façon. Alors, je vais préciser un petit peu les choses, puisqu'il y a différents types de malformations cardiaques, et il y a des malformations cardiaques qui malheureusement passent inaperçues, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ce n'est pas le cas de la majorité parce qu'en France, nous sommes bien organisés à la fois pour la surveillance des femmes enceintes, et vous savez qu'il y a des examens échographiques qui ont pour objet de connaître le bien-être de la mère et du fœtus, mais aussi de dépister des anomalies pour pouvoir les soigner le plus rapidement possible si cela est nécessaire. Et nous sommes très performants sur le territoire français, puisqu'il y a eu beaucoup de pionniers de ce diagnostic prénatal, qui fait qu'une grande majorité des anomalies compliquées sont diagnostiquées avant la naissance. Quand elles ne le sont pas ? Quand elles ne sont pas difficiles à voir et quand leur anatomie, on va dire quand elles ne sont pas trop petites pour être vues en échographie. Voilà. C'est ça. Et le deuxième aspect, c'est qu'il y a aussi des examens pédiatriques obligatoires qui, sur un certain nombre de signes, un signe que tout le monde connaît, c'est le souffle au cœur, permettent de diagnostiquer beaucoup de malformations chez des très jeunes nourrissons ou des nouveau-nés à la maternité. Ce qu'il y a, c'est que je regardais un petit peu, parce que je ne connaissais pas bien, mais il paraît qu'il y a un sigle EPOF pour essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue qui marche notamment pour les adultes, mais il faut être capable de dire les choses aussi. L'enfant, et alors a fortiori le tout petit, il n'est pas grave forcément de formuler, de dire je suis fatigué, voilà. Bien sûr, mais les parents vont s'en rendre compte, puisque les signes que vous avez racontés, on peut les lister autrement pour des parents. Avoir des difficultés à s'alimenter, c'est la même chose que de l'essoufflement. Je pense que si vous essayez de boire un pack de lait en faisant un footing, vous aurez du mal. Donc c'est la même chose pour un... Même sans faire le footing d'ailleurs. Même sans faire de footing non plus. Donc pour un bébé, c'est un signe important. Ouais. Ne pas grossir, par exemple, contrairement aux œdèmes, c'est un signe un petit peu opposé à celui qu'on voit chez les adultes. Mais les difficultés de croissance, les difficultés respiratoires, le souffle au cœur entendu par le pédiatre, des colorations particulières de la peau qu'on voit surtout chez les nouveau-nés, donc des colorations bleutées. Bleu, hein, c'est ça. Ce qu'on appelle la maladie bleue, voilà, qui est un vieux terme du 19e siècle, mais qui reste toujours dans le langage populaire. Il y a des facteurs de risque aussi, un certain nombre de facteurs de risque. Oui, il y a des facteurs de risque qui concernent l'environnement de la grossesse. Et c'est surtout ceux-là qui sont importants de connaître. Alors, l'éternel facteur de risque, le tabac. Donc le tabac, qui est diagnostiqué comme un facteur de risque de façon plus récente que l'alcool.
Vous savez que sur les bouteilles d'alcool, il y a nuit aux femmes enceintes. Nuit aux femmes enceintes. Le tabac, bien sûr, est un vrai facteur de risque. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont peut-être un petit peu moins bien connus, comme par exemple le surpoids maternel. Qui a été décrit aussi parce que notre évolution sociétale fait qu'on le constate plus que précédemment. Alors même qu'on n'est pas forcément plus en situation de surpoids qu'avant. Exactement. Le diabète aussi, je crois. Oui, le diabète. Donc après, il y a des maladies qui peuvent être associées aux malformations cardiaques, comme des médicaments qui ont une toxicité sur le développement du fœtus, que ce soit son cœur ou son cerveau ou d'autres organes. Question que je pose aux médecins que vous êtes, qui parfois est confronté à des drames. Quand la maladie se manifeste de manière parfaitement imprévisible pour le coup, parce que tous les dispositifs, tous les indices que vous venez de décrire n'ont pas fonctionné, ça doit être particulièrement inacceptable pour les familles. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la mort subite, c'est inacceptable à tous les âges, et surtout quand on en identifie une cause qu'on aurait peut-être pu voir avant. Et là, c'est tout le problème du dépistage. Donc le dépistage des malformations cardiaques, comme je vous l'ai dit, chez les fœtus et chez les nourrissons, il est bien organisé, on peut même dire aussi chez les enfants. C'est un petit peu moins vrai au-delà. Il y a de rares malformations, comme celle dont malheureusement est décédée Clara, qui passent inaperçues, qui peuvent même être diagnostiquées beaucoup plus tard dans la vie. Et, Clara qui avait effectivement 13 ans. Voilà. Et là, déployer des systèmes de dépistage qui toucherait toute la population. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir des systèmes de dépistage qui sont compliqués à mettre en œuvre parce qu'il faudrait examiner tous les enfants avec une technologie très avancée. Quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un collège, par exemple. Des gens très compétents. C'est ça. Et c'est compliqué à organiser. Faute de moyens, j'imagine. Voilà, faute de moyens. Et de compétences et de... Voilà, faute de moyens, de compétences et peut-être de matériel. On va continuer à parler de tout ça, professeur Bonnet, si vous le voulez bien. On va faire une petite pause anti-sèche avec Brandon Warrett. Comment allez-vous? Très bien, toujours. Formidable. Toujours. On a, il y a quelques jours, appris la nomination d'un nouveau patron à la tête du RAID et vous ne pouviez pas manquer cette information. Vous allez donc revenir sur l'histoire de cette unité d'élite qu'on croise dans les programmes d'éducation dite éducation à la défense. Effectivement, même dans l'histoire, pour comprendre aussi l'évolution, évidemment, de la politique liée à sa création, à ses grands enjeux et à ses grands événements. Le RAID, oui, c'est l'unité d'élite de la police nationale, le RAID pour recherche, assistance, intervention, dissuasion. On a aussi sa devise célèbre, servir sans faillir. Et cet emblème, c'est cette panthère noire au repos pour ce symbole aussi de la tranquillité, de la force tranquille. Et le nouveau patron, donc c'est Guillaume Cardi, il a 51 ans. Il est surtout connu, il est rentré dans la célébrité en 2015 parce que c'était l'un des premiers policiers à entrer dans la salle de spectacle du Bataclan lors des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Il a tué l'un des terroristes avec son accompagnant, l'autre policier. On confond avec le GIGN. Oui, le GIGN, c'est l'équivalent pour la gendarmerie nationale, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de... C'est souvent des concurrents, les hommes entre eux, mais il n'y a rien de différent, à part juste que le RAID a été créé en 1985 et le GIGN en 1974, 11 ans plus tôt. Donc le RAID, d'ailleurs, il porte le même nom qu'une bombe anti-moustique que l'on a l'habitude d'utiliser, notamment l'été, avec les fortes chaleurs. Et justement, ça vient de là. En fait, dans les années 80, il y a une publicité qui passe énormément à la télévision et on a un certain François Rebsamen, qui est l'actuel maire de Dijon, qui travaillait pour le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Il en avait marre de cette publicité. Il en parle le lendemain au ministre et lui dit pourquoi pas utiliser ce nom. Et ensuite, on a trouvé des lettres correspondant pour créer le RAID. Donc le RAID, il a été créé pour lutter contre le terrorisme qui était de plus en plus important après les Jeux Olympiques de Munich en 1972. C'est cette prise d'otage qui a tué évidemment 11 athlètes israéliens par les membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Donc depuis sa création en 85, évidemment, de nombreuses interventions célèbres partout en France. La première intervention qui a marqué les esprits, qui a fait aussi que le RAID est devenu célèbre partout en France, c'est la prise d'otage lors du au tribunal de grande instance de Nantes. Effectivement, on voit cet homme, Georges Courtois, qui prend en otage toute la salle d'audience. Ça démarre de là. On a des dizaines de personnes. Et surtout, l'image très célèbre, on le voit sortir devant le tribunal et là, devant les caméras de télévision. Elle appelle même la journaliste de TF1 pour ensuite présenter ses revendications. C'est un braqueur multirécidiviste. Et le 26 décembre 1985, après 36 heures de négociations, les 3 preneurs d'otages acceptent
de se rendre grâce aux négociateurs du RAID. Négociation, mais par contre, il ne se rend pas à Neuilly quelques années plus tard. On est en 93. C'est la fameuse prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly-sur-Seine qui, pendant plusieurs heures, va tenir la France entière en haleine. Effectivement, impact médiatique énorme, hein, et pour cause, puisque c'est la première fois en France que des enfants sont pris en otage dans une école. Ce jour-là, il est 9h20, on a un homme, Eric Schmitt, qui se fait appeler HB, Human Bomb, et c'est un entrepreneur chômeur, il est dépressif, il retient en otage 21 enfants et leur institutrice, il est armé d'un pistolet d'alarme et ceinturé d'explosifs, et il réclame une rançon dont une partie va lui être donnée, va lui être remise par Nicolas Sarkozy, c'est le maire de Neuilly-sur-Seine et le ministre du budget. On le voit lorsqu'il arrive dans l'école, il prend des risques alors que les négociateurs du RAID refusaient son entrée. Lui-même de négocier. Oui, il tape à la porte, il discute avec lui. On se souvient surtout que 2 ans plus tard, c'est l'élection présidentielle de 1995. Il soutient Édouard Balladur et il veut sortir de l'ombre à ce moment-là. Donc le 13 mai au soir, il reste encore 6 enfants otages et leurs parents, évidemment, vont entamer une nuit d'angoisse. Le lendemain, le 14 mai, deuxième jour de la prise d'otages, les négociations avec Human Bomb continuent, mais plus aucun enfant n'est libéré. Et le 15 mai, au petit matin, Eric Schmitt est abattu par le RAID et tous les enfants et leur institutrice sont sains et saufs. On prend une dernière intervention, oui. Celle qui avait amené à l'arrestation d'Ivan Colonna, cette fois en 2003. Ivan Colonna, suspecté et jugé pour le meurtre par la suite du préfet de Corse, Claude Érignac. Effectivement, 5 ans plus tôt, 1998, il est tué, le préfet de Corse, de 3 balles dans la nuque, son corps gisant en plein centre-ville d'Ajaccio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais longue enquête de la police et des hommes du RAID. On soupçonne le militant nationaliste Ivan Colonna d'être l'auteur des tirs mortels. Alors au départ, il est juste mis en garde à vue et ensuite il réussit à partir et devient l'homme le plus recherché de France, jusqu'à 8 millions d'appels téléphoniques de la DST, donc l'ancêtre de la DGSI. Imaginez, c'est juste un record dans l'histoire de la police, même pas encore battu aujourd'hui. Et au bout de 4 ans de cavale, le berger de Cargès tombe dans les mailles du filet du RAID. 2 policiers déguisés en randonneurs avancent sur lui. Colonna tente de fuir. Il tombe à terre, il est QI, comme on dit dans le jargon policier, immédiatement transféré à la prison de la Santé. Il est jugé, mis en examen, condamné à la perpétuité en 2007, confirmé en appel en 2009. Voilà, c'est une autre intervention célèbre du RAID, il y en a encore plein d'autres. On se souvient aussi de l'arrestation de l'homme qui a tué les 2 policiers de Magnanville. On a aussi l'arrestation de Jean-Pierre Trébert en 2009. Et aujourd'hui, 452 agents du RAID répartis sur tout le territoire français. Merci beaucoup Ivan Colonna, qui n'est pas allé au bout de sa peine puisqu'il a été assassiné dans sa prison. Merci, on se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Sujet moins guerrier. Oui, moins guerrier. De l'archéologie. Plus sympathique. Grand oral, Damien Bonnet. Les cardiopathies congénitales touchent, selon la Fédération française de cardiologie, 8000 enfants chaque année en France. Ça fait quand même une naissance sur 100, si j'ai bien noté. Vous me le confirmez? Oui, tout à fait. Et l'hôpital Necker, qui est centre de référence national pour ces malformations, assure 280 naissances de ce type par an. 30% des enfants opérés, ils sont d'ailleurs des nouveau-nés de moins d'1 mois. Vous l'avez dit, il est possible de dépister cette malformation. De quel ordre elles sont, ces malformations, d'ailleurs, si on fait... alors, peut-être pas 5e année de médecine, mais un tout petit peu de... de bio. Si on fait simple, le cœur, c'est une structure où il y a 4 cavités et 2 vaisseaux qui sortent. 2 tuyaux qui sortent, qui s'appellent l'aorte, l'aorte du côté gauche et l'artère pulmonaire. Il y a du sang bleu à droite, du sang rouge à gauche. Voilà. Normalement, le sang rouge et le sang bleu ne se mélangent pas. Et les malformations cardiaques, pour la plupart d'entre elles, contiennent des trous entre les différentes parties du cœur qui font communiquer... Avec plein de combinaisons, j'imagine. Voilà. Et après, il y a beaucoup de combinaisons, il y a beaucoup de variétés, c'est assez facile à décrire. Et ce qui fait qu'il y a soit trop de sang qui va dans les poumons, donc du sang rouge qui va dans les poumons alors qu'il devrait y avoir du sang bleu, ça se mélange, ça donne de l'essoufflement, soit du sang bleu qui va contaminer le sang rouge, ça donne la maladie bleue. Donc en fait, il y a une infinité de maladies bleues. Ça va aussi donner de l'essoufflement. Et puis à ces trous s'associent des anomalies, ce qu'on appelle les valves du cœur, donc des petites portes d'entrée et de sortie du cœur qui peuvent être soit fuyantes, soit rétrécies. Et donc, pardon pour la comparaison profane, mais enfin, c'est une sorte de tuyauterie, quoi. Alors, si on est un peu triviaux, on va parler de plomberie. C'est de la plomberie, oui, c'est ça, voilà. On va parler de plomberie et donc avec des valves, il ne faut pas que ça fuit, quoi. Exactement. Il faut que chaque circuit soit étanche. Le circuit n'est pas bien branché, l'entrée est branchée à la sortie, ça communique ou ça ne devrait pas communiquer, ça fuit ou ça coince. On en parle à l'occasion du prix Clara chaque année de ces malformations. Il y a également une célébrité
invitée qui en a parlé, c'est Natacha Saint-Pierre, hein, dont le fils avait la tétralogie de Fallot, c'est ça? C'est la plus commune des malformations? Alors c'est une des malformations les plus connues, et puis c'est aussi un petit cocorico parce que Arthur Fallot était marseillais et qu'il a décrit cette malformation au XIXe siècle, et c'est un des premiers à avoir décrit la correspondance qu'il y avait entre les signes que présentaient les patients et leur anatomie, parce que malheureusement à cette époque il n'y avait pas de traitement chirurgical qui est aujourd'hui très efficace, et il a donc pu vérifier en faisant de l'anatomie des patients qu'il avait connus la correspondance entre leur anatomie anormale et on appelle ça tétralogie parce qu'il y a 4 des anomalies que j'ai décrites tout à l'heure. D'accord. Et ça donne une anatomie anormale, c'est-à-dire visible même de l'extérieur? Non, pas de l'extérieur. Il faut quand même ouvrir un petit peu. Ils ont la maladie bleue, mais à l'intérieur, ils se ressemblent tous. Vous le disiez, les cardiopathies congénitales, on n'en meurt pas forcément, fort heureusement, elles se soignent de mieux en mieux. 85 à 90% des enfants atteignent l'âge adulte, ai-je lu, alors que c'était vraiment pas le cas il y a encore, alors je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Plus que ça, c'est 95%. 95%. C'est 95%. La survie à l'âge adulte est considérable. La première chirurgie cardiaque, c'est un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc avant, il n'y avait rien. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a de la chirurgie pour les choses simples. Et on va dire, à partir des années 60, de la chirurgie pour les malformations compliquées. Et les années 80, c'est les nouveau-nés. Donc les plus vieux, qui ont eu des réparations pour des malformations compliquées qui tuaient les enfants avant, ont la quarantaine. Ce qui fait qu'on ne connaît pas toute l'histoire. On connaît l'histoire. On sait au moins qu'ils sont déjà à 40 ans. On sait qu'ils sont à 40 ans. Ouais. On sait que la très grande majorité va très bien, mais on ne connaît pas toute l'histoire. Et puis on voit ce qu'on appelle, c'est un terme qui est adapté à d'autres spécialités que la médecine, mais on voit des émergences, c'est-à-dire des êtres humains qui n'ont jamais foulé le sol de la planète pour la bonne raison qu'ils ne survivaient pas à leur première semaine de vie, puisque pour certaines de ces malformations les plus compliquées, on ne les traite que depuis le début du siècle. Donc on a des jeunes gens. Et ça porte un nom, ça, des émergents? Ou c'est vous qui l'appelez comme ça? Non, les émergences, c'est des choses. J'entends, hein, c'est ce qui émerge, je comprends, voilà, mais je ne savais pas que ça portait un nom. C'est ce qui émerge, voilà, c'est quelque chose qui est nouveau, et on est en train d'apprendre, avec l'histoire de la médecine et de ses progrès, comment il faut s'occuper de ces jeunes gens qui ont des anomalies cardiaques compliquées dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient survivre il y a 30 ans. C'est ça. Alors, à contrario, et vous le disiez en première partie d'émission, mais je veux bien qu'on y revienne, ces pathologies sont évolutives et elles peuvent aussi ne pas se déclarer tout de suite. Oui, donc il y a des malformations qui ne donnent aucun signe en fait, et c'est celles-là qui conduisent à la mort subite et totalement imprévisibles. Et ces anomalies-là correspondent souvent à ce qu'on appelle des anomalies des artères coronaires. Les artères coronaires, quand on les bouge, quand on a du cholestérol et qu'on fume, on a un infarctus. Et on a une crise cardiaque, voilà, pour parler le langage courant. Ouais. Et donc ces malformations des artères coronaires, c'est une structure qui se constitue tout à la fin du développement du cœur. Et donc tout le cœur est normal, puis à la fin il y a un petit raté. Et l'artère coronaire ne se met pas au bon endroit, et dans des circonstances qui sont souvent l'effort, elle se coince, elle est coincée entre les deux vaisseaux, comme entre le marteau et l'enclume, et claque, voilà, le cœur n'est plus perfusé et on fait une crise cardiaque. Ce qui arrive parfois, on en parle régulièrement quand des sportifs parfois s'effondrent, on se dit ils sont jeunes, ils sont en bonne santé. Donc il y a deux causes à ça, soit des malformations, c'est celle dont on parle, soit des maladies du muscle cardiaque qui ont une évolution un petit peu différente, qui s'exprime chez des ados et des jeunes adultes, et on ne les voit pas avant. Le prix Clara, elle était dans cette situation, elle, d'une maladie qu'on n'a pas pu voir avant, a vu le jour, ce prix en 2006-2007, et depuis 3 ans, il s'est étendu à l'Allemagne et à l'Italie, avec pour objectif de favoriser l'apprentissage des langues grâce à des textes écrits par les jeunes. En France, les bénéfices de la publication du livre vont à l'Association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte, fondée par Damien Bonnet, que l'on retrouve juste après la récré direction le Pérou avec Brandon. El Pérou. El Pérou, avec une avancée scientifique tout à fait étonnante. Oui. Racontez-nous ça. C'est la momie la plus célèbre du Pérou, peut-être même du monde. Elle est très connue, cette momie. Alors, il y a des archéologues, c'est une collaboration internationale, suédois, polonais et péruvien, qui ont réussi à reconstituer le visage d'une adolescente inca de 14 ans, morte il y a plus de 500 ans, et dont les restes ont été découverts, on s'en souvient, en 1995, par un explorateur de l'émission de la chaîne National Geographic. Cette jeune femme est baptisée Juanita.
On l'appelle aussi un cas Ice Maiden pour la jeune femme, aussi un cas glacé. Elle a été tuée dans le cadre d'un rituel, comme très souvent avec les Incas sur un volcan autour de 4600 mètres de Lampato au Pérou, un rituel sacrificiel. Après 400 heures de travail et des tests ADN, de multiples scans corporels, les archéologues ont réussi à retrouver son visage. Ils viennent de reconstituer son visage en 3D, son portrait. Il faut savoir quand même que la momie a été extrêmement bien conservée. Ses organes, sa peau et même des vêtements sont restés en excellent état à l'époque. Une tunique de cérémonie et une coiffe ont été découvertes. Ouais. Absolument magnifique quand même. Ouais. Imaginez quand même 500 ans, on arrive encore à retrouver ces éléments. C'est tout à fait incroyable. On a même retrouvé des figurines de femmes en or et en argent, des sacs tissés, de la poterie, des coquillages autour de cette momie. Les archéologues pensent qu'elle a été assassinée et sacrifiée au vu de différentes traces de blessures qui ont été retrouvées lors d'un scanner à l'arrière de la tête notamment. Ils supposent qu'elle a même été droguée peu avant le coup mortel. Juanita est désormais exposée au musée des sanctuaires andins de l'université catholique de Santa Maria à Arequipa. C'est l'un des principaux musées du Pérou. C'est à voir. Allez-y si vous partez en Amérique du Sud. Merci beaucoup. Si mon anti-sèche ne me trompe pas, on a raboté Lampato de 1800 mètres. Oui, il fait 6004, non? Oui. On a du 4006, oui. Je crois. Mais dans 4006, je ne sais plus si c'est le volcan qui a été emmené. Puis après, ah d'accord. C'est voilà. En tout cas, 6004 pour ce qui est de Lampato. Merci beaucoup. Avec plaisir. Damien Bonnet, Cantoral. L'Association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte a été créée par l'équipe médico-chirurgicale de cardiologie congénitale et pédiatrique de l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades de Paris par Damien Bonnet. L'ARCFA, le nom de l'association, mène à bien des projets indispensables qui ne peuvent pas être financés par d'autres sources, peut-on lire sur son site internet. Et alors je voyais que tout un pan s'adresse aux familles ou aux patients, comme l'achat de jouets, de matériel éducatif. Il n'y a pas à la PHP, à la science publique, une ligne budgétaire pour se dire que si les enfants qui sont hospitalisés longtemps ont la possibilité de se distraire, etc., ils guériront mieux et que finalement c'est même bon pour, j'allais dire, c'est même vertueux pour le trou de la sécu, quoi. S'ils guérissent plus vite, ils libèrent de la place plus vite. Alors, avant de répondre à votre question, je vais faire un petit commentaire sur le Pérou, parce que la plus vieille cardiopathie congénitale qui a été décrite chez un être humain, c'est chez une momie, effectivement, qui a été trouvée dans les Andes, et avec des techniques identiques de scanner, ils ont montré que ce bébé était mort d'une malformation cardiaque, qui est une malformation cardiaque très sérieuse, qu'il avait vécu pendant 6 mois. Et donc, on peut dater cette momie, et je crois qu'elle a à peu près 1800 ans, ou quelque chose comme ça. À côté, petite joueuse, celle-ci. Juanita, une gamine. Oui, c'est ça, exactement. Ah oui. Voilà, donc c'est juste pour mais effectivement, ça sert énormément et c'est ce qui vous permet aussi de dire qu'on ne survivait pas à ces malformations à l'époque et que la médecine fait des progrès. Et aussi qu'elles existent depuis aussi longtemps que ça. Ouais. Donc pour répondre à votre question, les hôpitaux publics font des choses pour le bien-être des patients et de leurs familles dans les hôpitaux pédiatriques. L'objectif des associations qui sont créées au sein des services, c'est de faire mieux. Donc de faire mieux ou de faire plus, ou d'ajouter ce qui n'est pas obligatoirement prévu. Il y a à l'hôpital, l'école à l'hôpital, il y a des éducateurs pour les jeunes enfants, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent pour, on va dire, leur tenir compagnie quand ils sont seuls, quand leurs parents vont travailler, par exemple, ou quand leurs frères et sœurs ne peuvent pas venir, ou quand ils sont dans des Donc unités. l'ASSOS, c'est pour faire encore plus, encore mieux. Pareil pour la recherche, parce qu'il y a quand même des lignes budgétaires pour financer de la recherche publique en France, Dieu merci, mais c'est pour aller encore plus loin, c'est ça. Exactement. C'est pour faire plus, c'est pour ajouter du bien-être à la fois aux patients, mais aussi au personnel. Et puis ça nous permet à nous de contribuer aussi à la recherche ciblée sur telle ou telle maladie. Voilà. C'est ce qui s'est passé quand le prix Clara est venu vous voir en disant on va vous aider vous pour qu'il y ait moins de petites Clara à l'avenir. Tout à fait. Donc à la fois le bien-être des patients, des personnels et la recherche. Si on devait dire en 10 ans ou en 20 ans, ce qui a le plus changé en matière de recherche sur ces maladies-là, qu'est-ce que c'est ? J'évoquerai 2 points. Ouais. La première, c'est pourquoi on a des malformations cardiaques. Donc, quelles en sont les causes? Donc, on a parlé des facteurs de risque. Ouais. Il y a aussi de la génétique, de la compréhension des mécanismes de développement du cœur. Et mieux comprendre comment les choses se produisent permet de mieux les soigner. Et puis ensuite, le deuxième aspect, c'est vraiment à l'autre bout, c'est la technique.
Donc ma spécialité, c'est une spécialité extrêmement technique qui bénéficie des progrès qui sont faits dans le monde de la technologie. Voilà. Donc que ce soit de la technologie de l'informatique, de l'imagerie ou du matériel, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, par exemple, de pouvoir remplacer avec des matériaux plus durables des structures qui sont déficientes chez les enfants. Damien Bonnet, je lisais un article du Monde en 2010 qui vous cite en disant qu'à l'époque, on manquait de spécialistes en cardiologie infantile et que dans les années 60, c'était une spécialité d'observation d'enfants trisomiques sans avenir du fait de leur malformation cardiaque, et puis qu'après sont venues les opérations, le dépistage, c'est devenu un petit peu à la mode d'une certaine manière, mais résultat, on n'avait plus assez de cerveau et de mains pour opérer. Aujourd'hui, on va bien ? Alors, on va beaucoup mieux. Ouais. En fait, vous avez compris que comme les patients survivent, il faut s'en occuper. Il faut continuer à s'en occuper. Exactement. Donc, il y a à la fois un développement vers de la médecine, le dépistage, on en a parlé, mais aussi vers de la médecine d'adultes qui avaient une malformation cardiaque en étant petit ou qui en conservent éventuellement certaines séquelles. Et donc, cette population-là, il faut la prendre en charge parce qu'elle survit. Donc, la population des cardiologues spécialisés augmente aussi parce qu'on a pu créer une spécialité qui n'existait pas il y a maintenant quelques années. Super, merci. Vous restez avec nous. On va découvrir la pédagogie de la résonance. Parce que vous avez des IRM, et maintenant il y a de la pédagogie de la résonance. Merci beaucoup, Brandon. Merci, je pars au Pérou, là. Au Pérou, allez. Et cette pédagogie de la résonance, elle vous est présentée par Marie-Olivier, cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous, votre rendez-vous avec Marie-Olivier pour parler de pédagogie. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. On voyage aujourd'hui du côté de l'Allemagne autour de ce concept récemment théorisé par le philosophe Hartmut Rosa, la pédagogie de la résonance. Exactement. Hartmut Rosa, c'est un philosophe et sociologue contemporain. Il est né en 1965 et il enseigne à l'université Friedrich Schiller d'Iéna. Rosa a écrit différents livres, dont Pédagogie de la résonance l'an dernier aux éditions du Pommier. Mais avant de comprendre cette intrigante pédagogie de la résonance, il faut savoir que ces travaux précédents ont vraiment ouvert la voie de cette théorie. L'un d'entre eux s'intitule « Accélération, une critique sociale du temps ». Exactement, c'est sorti en 2010 et ça dresse le constat d'une accélération de nos modes de vie occidentaux et d'une logique de croissance illimitée, le fameux toujours plus, dans les sphères professionnelles et personnelles, plus de productivité, plus de loisirs, plus d'optimisation et de performance dans tous les domaines, même dans le comptage du nombre de pas quotidien par exemple. Ensuite, il publie Aliénation et Accélération. Exactement. Il ajoute l'aliénation à l'accélération. C'est ça. Ça dépasse le simple constat. Cette fois, aliénation, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Selon le philosophe, l'aliénation, serait la conséquence de cette accélération de nos modes de vie. En fait, l'aliénation, c'est vraiment la perte de lien avec le monde dans cette course effrénée que nous menons. Perte de lien avec les autres, perte de lien avec la nature, perte de lien avec nous-mêmes, perte de sens de manière générale. Et donc, c'est un terreau fertile pour les fameux burn-out qu'on connaît. Et oui, et là, le monde ne nous parle plus du tout. C'est un peu déprimant, ce constat, quand même. Oui, c'est un peu déprimant, mais c'est en se demandant ce que peut être le contraire de cet état d'aliénation que Rosa a finalement fait naître ce concept de résonance qui est plutôt positif. En 2018, la résonance, c'est, je cite, une forme d'être au monde dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. D'accord, c'est un état d'esprit, finalement. Oui, une interaction, c'est ça. Il faut avoir l'esprit ouvert pour être résonant. La résonance a 4 moments selon Rosa. D'abord, l'affection, donc c'est le contact avec un fragment du monde. Donc ça peut être un être humain ou un paysage où on est touché par ce contact. Ensuite, l'efficacité personnelle, la réaction physique à ce contact-là. Donc par exemple, vous entrez vraiment dans un livre, vous êtes imprégné, ou encore vous écoutez de la musique, vous avez la chair de poule, ce genre de choses lors d'un concert. Vient ensuite la transformation. Donc là, on entre vraiment en relation. Il y a une interaction avec ce fragment du monde. Et ensuite, la résonance, on ne peut pas la commander en fait. C'est vraiment quelque chose, on doit être un peu dans de bonnes dispositions pour la sentir, mais elle n'est pas vraiment contrôlable. Comment Hartmut Rosa fait-il le lien avec l'éducation et fait-il en sorte que les enfants deviennent des êtres résonnants ? En fait, le but de l'éducation, c'est de faire grandir les enfants et de les ouvrir aux autres, au monde et à eux-mêmes, selon lui. Donc, ce n'est pas la maîtrise du monde ou des compétences qu'on doit rechercher pour le philosophe, c'est vraiment une nouvelle relation au monde. Et ça peut paraître un peu ésotérique, mais décrit 4 axes. L'axe social, donc un dialogue entre 2 enfants ou entre un enfant et un adulte. L'axe matériel, quand les enfants interagissent avec un objet. Donc ça peut être quand ils font du violon, quand ils font du sport. Un axe existentialiste, quand ils ont une connexion à la nature ou à l'univers. Et enfin, un acte d'auto-résonance, donc un acte de résonance avec eux-mêmes. Et alors, vous m'expliquez qu'ils peuvent même entrer en résonance dans une classe ? Oui.
grâce au triangle de la résonance qui relie les élèves, la matière et l'enseignant. Donc si l'enseignant n'est pas passionné, on le sait, on a sûrement expérimenté ça, si les enfants ne voient pas l'intérêt de la matière, bref, si l'un des éléments du triangle ne fonctionne pas correctement, n'est pas ouvert aux autres, le triangle n'est pas relié et la salle de classe devient donc une zone d'aliénation. Sacrée pression pour les enseignants. Sacrée pression, ouais, c'est un peu normal, hein. Les adultes ont leur rôle à jouer, hein, que ce soit les profs ou les parents. Et en fait, on sent quand un prof est passionné en général et que les enfants sont dans de bonnes dispositions, il y a vraiment un contact, un échange qui se passe. S'il y a du contenu intéressant aussi. Et donc évidemment, le contraire de ce qui permet d'entrer en résonance, c'est le harcèlement, les moqueries, l'humorisation. Tout à fait, exactement. Et Rosa, lui, il s'appuie sur l'humour. Il parle de la pédagogie du rire, qui peut être très importante dans la transmission entre l'élève et l'enseignant. Et il y a de petits espaces de résonance qui peuvent être créés au sein des classes. Parfois, une simple interaction avec un enseignant peut suffire. Et il cite notamment, par exemple, le cercle des poètes disparus, exactement, dans lequel le rapport de l'enseignant à la poésie est vraiment transmis aux élèves. Et transforme la classe. Il y a aussi des projets, vous parliez de musique et de violon, comme Demos, formidable orchestre, projet d'orchestre de la Philharmonie de Paris. Marie, merci beaucoup. Professeur Bonnet, merci beaucoup. Si on veut vous aider de manière directe, on peut faire des dons à l'ARCFA, c'est la saison, hein. Avant la fin de l'année, on peut défiscaliser une partie des dons. Donc vous allez sur le site ARCFA, c'est très facile à trouver sur Internet. Et vous pouvez aussi évidemment acheter et surtout lire le recueil de nouvelles intitulé Pour Clara, comme chaque année. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation, assistée en régie par Emma Frari, et toute l'équipe de réalisation et les ingé-sons. Vous restez sur School TV et on se retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.